Bienvenue dans la deuxième partie de ma série de vidéos sur la linguistique historique. Dans la première vidéo, j'avais expliqué ce que sont les familles de langues, les proto-langues et le proto-indo-européen. Si vous n'êtes pas sûr de savoir précisément ce que ça veut dire, je vous invite à aller la regarder en premier. Et comme promis, cette fois-ci, on va voir par quel mécanisme les langues évoluent et comment en comparant des langues modernes, on peut reconstruire leurs ancêtres disparus. Vous vous en doutez, c'est un sujet assez pointu, chacun des chapitres de cette vidéo pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, d'un livre, voire d'une carrière universitaire, alors forcément, il y aura des simplifications et je ne pourrai pas tout aborder. Je rappelle aussi que je ne suis pas linguiste, mais pour préparer cette vidéo, j'ai consulté des ouvrages écrits par des vrais linguistes. Ma principale source est Historical Linguistics An Introduction, 3e édition de Lyle Campbell. Il est plutôt destiné aux étudiants en linguistique, mais je vous le recommande vivement si vous voulez approfondir. Avant de vraiment commencer, petite parenthèse sur l'écriture. On a souvent tendance à penser que ce qui compte c'est la langue écrite et que l'oral n'est qu'une version plus ou moins déformée de la vraie langue correcte. Mais en fait pour les linguistes, c'est plutôt l'inverse. Les langues sont avant tout des phénomènes parlés, ou signés dans le cas des langues des signes, mais ça c'est une autre histoire. L'écriture n'est qu'un système qui permet de représenter une langue. Tout le monde apprend à parler sa langue avant d'apprendre à l'écrire, et les humains savaient parler pendant des dizaines voire des centaines de milliers d'années avant d'inventer l'écriture. L'écriture n'a qu'un rôle très limité dans l'évolution des langues. Ça arrive d'avoir des mots dont la prononciation change en raison de leur orthographe. Par exemple, le mot anglais falcon se prononçait sans L, mais de nos jours, quasiment tous les anglophones le prononcent avec un L. Ça existe, mais ça reste assez marginal. L'étude de sources écrites est bien sûr précieuse pour la linguistique historique. Elle nous renseigne avant tout sur la grammaire et le vocabulaire des langues anciennes, mais donne aussi des indices sur leur prononciation. Ainsi, la poésie peut révéler quels mots sont censés rimer entre eux, ou comment les mots sont accentués en fonction du rythme. Les fautes d'orthographe sont aussi instructives. L'Appendix Probi, probablement écrit au IVe siècle, contient une liste de fautes d'orthographe en latin. S'il prend la peine de préciser qu'il faut écrire speculum et pas speculum, c'est sûrement parce que c'était une faute courante, signe que beaucoup de gens devaient prononcer speculum. Le mieux, c'est quand on a des descriptions de langues anciennes écrites par des contemporains. C'est le cas du Nogoldae, un manuel de chinois publié en Corée et réédité plusieurs fois du XIVe au XVIIIe siècle. C'est une source importante pour étudier l'évolution du chinois et du coréen. L'exemple le plus remarquable est sans doute l'œuvre de Panini, qui a rédigé une description détaillée du sanskrit entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère. Son niveau d'analyse linguistique, paraît-il, ne serait pas égalé en Occident avant le XIXe ou le XXe siècle, et son travail a joué un rôle essentiel dans la reconstruction du proto-indo-européen. Bref, l'écriture c'est intéressant, mais gardez à l'esprit que ce qui compte avant tout, c'est comment on parle. L'orthographe est secondaire, et ce que je vais expliquer dans 5 secondes marche même avec des langues qui n'ont jamais été écrites. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça, la pierre angulaire de la linguistique historique, les modifications phonétiques régulières. La prononciation des langues change au fil du temps, les gens introduisent de petits changements dans les sons, généralement parce qu'ils trouvent ça plus facile à prononcer, et normalement, ces changements affectent toute la langue et pas seulement des mots isolés. Par exemple, si je vous montre quelques mots en polonais et en slovaque, vous remarquerez ce qu'on appelle une correspondance régulière. Quand on a un G en polonais, on a un H en slovaque. Noga, noha, grać, hrać, dobrego, dobrého. L'ancêtre de ces deux langues avait le son G, mais en slovaque, il s'est systématiquement transformé en H. Les linguistes notent ça comme ça, G devient H, et ils disent que H est un réflexe de G. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces changements phonétiques sont réguliers, c'est-à-dire que les mêmes sons changent de la même manière dans tous les mots de la langue. Ici, on a un nom, un verbe et une terminaison d'adjectif, et on peut encore trouver des centaines d'exemples. La même règle s'applique à tous les mots. Simplement, les ancêtres des Slovaques ont à un moment donné commencé à un peu moins articuler le son G jusqu'à ce qu'il finisse par devenir H, peu importe le mot où ce son apparaissait. Ce changement, c'est ce qu'on appelle un changement non conditionné. Mais très souvent, les changements sont conditionnés, c'est-à-dire qu'ils ne se produisent que sous certaines conditions en fonction de l'environnement phonétique, c'est-à-dire les sons qui sont autour. Un exemple simple qui est arrivé dans l'histoire du français, le son S qui est devenu Z entre deux voyelles. La notation est un peu plus compliquée, mais c'est pas si important. En tout cas, c'est pour ça que S entre deux voyelles se prononce Z, la prononciation a évolué, mais l'orthographe n'a pas suivi. Les conditions peuvent être assez complexes. Un son peut changer dans une syllabe accentuée, en fin de mot, avant un certain type de voyelle, après un certain type de consonne, etc. En italien, par exemple, le son le est devenu y après une consonne et avant une voyelle, et c'est pour ça que blanc, plein et fleur se disent en italien bianco, pieno et fiore. Avec le temps, les changements phonétiques s'accumulent et peuvent rendre les mots méconnaissables.
Le proto-indo-européen penque a donné des formes aussi diverses que le français 5, l'allemand fünf, le breton pemp, le grec pende, le persan panj, le letton pietzi et l'arménien hing. Petite remarque sur les transcriptions utilisées en linguistique historique, c'est un peu le bazar. Selon les langues, on peut utiliser la vraie orthographe quand il y en a une, l'alphabet phonétique international, ou diverses conventions plus ou moins inspirées de l'alphabet phonétique international. Il y a souvent des conventions propres à chaque famille de langues. Je vous ai donné des exemples dans des langues indo-européennes, comme le français en est une, c'est plus parlant, et puis c'est la famille de langues la mieux étudiée. Mais ce qu'il y a de bien avec les modifications phonétiques régulières, c'est que ça s'observe dans toutes les langues du monde. Dans les langues ouraliennes, quand un mot commence par F en hongrois, l'équivalent finnois commence normalement par P. Fej, pää, tête, felhő, pilvi, nuage, fa, puu, arbre. Dans une autre famille, le tch ou dj turc correspond souvent au ch kazakh. Küçük, kishkene, petit, gece, nuit, keche, hier. Ou encore le suffixe ji qui sert à former des noms de profession, en kazakh shi. D'ailleurs, ces exemples illustrent d'autres difficultés de la linguistique historique. Premièrement, le sens des mots, ça change. Ici, le kazakh est passé de nuit à hier. Et deuxièmement, il n'y a pas que les modifications phonétiques qui transforment les mots, puisque les mots peuvent être combinés entre eux ou avec des suffixes, comme ce qui s'est passé dans le mot kishkene. Bien sûr, c'est une chose à laquelle il faut faire attention parce que ça peut rendre les cognats plus difficiles à identifier. Cogna ou cogna, apparemment on dit les deux, ça veut juste dire mots qui ont la même origine. Il y a plein de manières dont les mots peuvent être créés ou modifiés et dont leur sens peut changer, mais je ne m'étendrai pas plus là-dessus, même s'il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Certains changements phonétiques sont très courants, comme une consonne sourde telle que S ou T qui devient sonore, Z ou D entre deux voyelles. Pour prononcer des voyelles, on fait vibrer les cordes vocales. Pour prononcer une consonne sourde, on interrompt la vibration. Ça n'a donc rien d'étonnant que les gens trouvent plus facile de continuer la vibration des cordes vocales pendant qu'ils prononcent la consonne. Normalement, un son se transforme toujours en un son relativement proche. P, F, S, Ch, R, L, O, OU. C'est très invraisemblable qu'un V se transforme directement en K. Par contre, avec assez d'étapes intermédiaires, tout est possible et on peut arriver à des résultats étonnants. De en arménien se dit yerku et ça vient du proto-indo-européen dwoch. Le changement de dwe en yerk est un changement phonétique régulier. Les types de modifications phonétiques ont des noms du genre lénition, métathèse, haplologie, épenthèse, rotacisme, mais on va pas faire la liste. Je vais juste mentionner quelques modifications courantes qu'on peut retrouver dans des langues du monde entier. L'assimilation, c'est sans doute le type de changement le plus courant. C'est quand on a deux sons l'un après l'autre et que l'un des deux est modifié pour plus ressembler à l'autre. Le mot latin somnus, sommeil, vient du proto-indo-européen swepnos. Ici, le N a en quelque sorte transféré sa propriété de consonne nasale au P, qui est devenu un M, simplement parce que ça demande un peu moins d'effort à prononcer. Et en italien, le même mot a subi une autre assimilation pour devenir sonno. C'est encore plus facile de prononcer un N long que MN. À part ça, on a l'amuissement. C'est simplement la disparition d'un son. H a disparu dans pas mal de langues romanes, dont le français. La nasalisation, c'est quand une voyelle devient nasale au contact d'une consonne nasale qui peut ensuite disparaître. C'est comme ça qu'on est passé du latin bonus au français bon. Si on ignore la terminaison, ça a donné quelque chose comme bonne, puis bonne, puis enfin bon. Une autre modification très courante, c'est la palatalisation. Dans une séquence comme ti, on a vite fait de changer la position de la langue du T en le prononçant plus près du palais pour se préparer à prononcer le I qui suit, ti. Et ce ti peut facilement devenir une consonne affriquée, chi. C'est la fameuse affrication que les médias français ont découverte il y a 1 ou 2 ans. Vous savez, Amandine mange à la cantine. Plein de gros malins semblaient croire que affrication avait un rapport avec Afrique, ou se croyaient très drôles en faisant semblant de le croire, mais en fait c'est juste un changement phonétique très courant. C'est aussi arrivé dans l'histoire de langues comme le polonais, le portugais brésilien et le japonais. Encore un exemple de modification courante, la vocalisation du L. C'est quand le son le ou le devient une semi-voyelle ou une voyelle, souvent du genre we ou o. C'est arrivé dans l'histoire du français, c'est comme ça qu'on est passé de caldum à chaud. Au passage, le changement de K en latin à chat en français est aussi régulier. Sous différentes formes, la vocalisation du L s'est aussi produite en portugais brésilien, en polonais, en serbe et en croate, et c'est en cours en bulgare. D'ailleurs, le cas du bulgare est un bon exemple de comment un changement phonétique se produit. Le son L est prononcé la plupart du temps W, même si c'est souvent considéré comme une prononciation fautive.
Une étude de 2013 a observé qu'en règle générale, les gens de plus de 40 ans prononcent le, les trentenaires prononcent plutôt we mais peuvent prononcer le si on le leur demande, et les plus jeunes n'entendent même pas la différence. Et c'était il y a 12 ans, donc ça a dû progresser depuis. Certains changements phonétiques célèbres ont même un nom, comme la loi de Grimm. Nommée d'après Jacob Grimm, l'un des frères Grimm, elle explique le développement des consonnes occlusives du proto-indo-européen dans les langues germaniques. Je vais pas entrer dans les détails, mais ça explique entre autres pourquoi on dit en anglais father et foot avec un F, alors que les mots correspondants en français ont un P, père et pied. Dans le même genre, on a le Great Vowel Shift qui s'est produit entre 1400 et 1600 et explique pourquoi les voyelles de l'anglais sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Ces deux changements sont d'ailleurs des exemples de modifications en chaîne. Ici, on a une voyelle qui devient prononcée un peu plus fermée, jusqu'à trop ressembler à une autre voyelle qui existe déjà dans la langue, et pour éviter les confusions, cette voyelle a été en quelque sorte poussée, et on a une réaction en chaîne où plusieurs voyelles changent de prononciation en même temps. Les changements phonétiques ne consistent pas toujours à juste changer la façon dont on prononce un son, mais peuvent conduire à l'apparition ou à la disparition de phonèmes, ou, dit autrement, à augmenter ou diminuer le nombre de sons distincts utilisés par la langue. En français, tout le monde ne fait pas la différence entre les pattes et les pattes, ça dépend des régions, mais je pense que globalement, la distinction est sur le déclin, en tout cas en France. A et A sont des sons qui se ressemblent, et il y a très peu de cas où les prononcer pareils pourraient porter à confusion. Il est donc naturel que des gens arrêtent de les différencier clairement et que ces deux sons finissent par fusionner. Le français que je parle a ainsi perdu une voyelle par rapport à d'autres variétés de français. C'est la même histoire pour brun et brun, la distinction a aussi disparu de ma variété de français. Le phénomène inverse est un peu plus compliqué à comprendre, mais plus intéressant. En proto-germanique, le mot pour souris était mouse et au pluriel mousses. Il s'est ensuite produit un changement que l'on appelle umlaut. OU est une voyelle prononcée à l'arrière de la bouche et I à l'avant. La prononciation de OU s'est décalée vers l'avant quand la syllabe suivante contenait un I, U. Ça permet de faire moins d'efforts en bougeant moins la langue, c'est un autre exemple d'assimilation mais à distance. Donc le singulier est resté mousse, mais le pluriel est devenu musi. Pour l'instant, ce son n'est pas phonémique. U n'est pas vraiment un son distinct dans le système de sons de la langue, c'est juste une variante de OU quand il y a un I après. Mais ça n'a pas encore trop d'importance. Mais l'étape suivante, c'est la perte des I en fin de mot. Le singulier est toujours mousse, mais le pluriel est maintenant mus. Et la seule différence entre les deux est alors la voyelle U. U n'est plus juste une variante de OU, mais est devenu un phonème, c'est-à-dire un son à part entière, et donc la langue a gagné un son. Ajoutez encore quelques siècles ou millénaires de modification des voyelles, et on obtient l'anglais mouse et mice. C'est aussi pour ça que je trouve la linguistique historique aussi intéressante. Des choses qui peuvent sembler illogiques ou arbitraires s'expliquent en fait très bien avec l'histoire de la langue. Une autre raison pour laquelle je trouve ça intéressant, c'est que connaître les correspondances régulières les plus importantes permet de plus facilement reconnaître ou apprendre des mots dans des langues apparentées. Quand je me suis mis à apprendre sérieusement le polonais, je connaissais déjà le slovaque. La première fois que j'ai croisé le mot polonais gałąź, j'ai réfléchi un peu. G en polonais correspond à H en slovaque comme on l'a vu, A reste A, W correspond à L, les voyelles nasales deviennent généralement OU, et le son J n'existe pas en slovaque, alors ça donne Z. Et si on applique tout ça, boum, on tombe sur halus, qui est un mot slovaque qui existe et qui veut dire branche. Les changements phonétiques ne sont en fait pas toujours réguliers. Parfois, on a des changements sporadiques qui concernent des mots isolés, ça arrive sans qu'on puisse trop l'expliquer. Speak en anglais, ça a la même origine que spreek en néerlandais, mais le R a disparu, alors que c'est pas arrivé dans d'autres mots. Mais souvent, les exceptions sont dues à un autre phénomène fréquent dans l'histoire des langues, l'analogie. Ça consiste à changer un mot pour qu'il ressemble davantage à un autre mot avec qui il semble lié ou qui est plus familier. Dans toutes les langues slaves, le mot pour 9 commence par un D. Dziewięć en polonais, 9 en croate, etc. Pourtant, si on compare avec les autres langues indo-européennes, on s'attendrait à un N. En fait, il a été remplacé par un D par analogie avec le mot pour 10, qui commence par D et ressemble maintenant pas mal au mot pour 9. 10, 10. Bon d'accord, les changements réguliers c'est bien beau, mais comment on peut savoir ce qui a changé si on n'a aucune trace écrite de la langue ? Si on prend des mots anglais, néerlandais, danois, etc., oui, on voit bien que ça se ressemble, mais comment on peut savoir quel était le mot d'origine ? Eh bien grâce à la méthode comparative. Comparer les différentes langues d'une même famille pour en déduire des caractéristiques de la proto-langue dont elles sont issues. Pour commencer, il faut dresser une liste de potentiels cognats, c'est-à-dire de mots dont on soupçonne qu'ils ont la même origine.
Je vais me permettre d'emprunter un exercice de Lyle Campbell avec 5 langues polynésiennes. Maori, tongien, samoan, maori des îles Cook, oui ça a le même nom que le maori de Nouvelle-Zélande mais c'est une autre langue, et hawaïen. Ensuite, il faut analyser ces mots et lister les correspondances régulières qu'on y trouve. En voilà quelques-unes que j'ai repérées. Et ensuite, on peut passer à la reconstruction des sons de la proto-langue. C'est un genre d'énigme logique. On observe que les 5 langues ont toutes des A dans les mêmes mots. On peut donc raisonnablement supposer que le son d'origine était aussi A. Et pareil pour les autres voyelles. Par contre, on voit que quand on a un K en hawaïen, on a un T dans les autres langues. Alors il y a 2 possibilités. Soit le son d'origine était T, mais il est devenu que en hawaïen, soit c'était que et la transformation en T a eu lieu indépendamment dans 4 langues sur 5. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup moins vraisemblable. On va donc reconstruire T. C'est aussi corroboré par le fait que ces langues ont par ailleurs le son que, mais qu'il correspond à un coup de glotte en hawaïen et en samoan, représenté ici par un genre d'apostrophe. Donc là aussi, on peut reconstruire un que. On a 2 correspondances qui se ressemblent beaucoup. F, he, mais en maori, ça correspond un coup à he, un coup à fe. C'est comme ça que se prononce le fi, ici c'est pas la vraie orthographe des mots, mais une transcription inspirée de l'alphabet phonétique international. Ça serait pas mal d'y faire correspondre un seul son proto-polynésien, il y a qu'en maori que ça pose problème. Mais tous les mots maori où on trouve fe ont un point commun. Ce son est au début du mot. On peut donc émettre l'hypothèse que le son d'origine est devenu fe en début de mot et he ailleurs. Le son d'origine était sûrement fe ou he, le changement de fe en he est, il me semble, plus courant que l'inverse, alors on va supposer que c'était fe. Et pour le cas du maori des îles Cook, fe qui devient he puis un coup de glotte, ça n'a rien d'invraisemblable. Une autre correspondance bizarre. Dans certains mots, on a un N partout, mais dans d'autres, seul l'hawaïen a un N alors que les autres ont ng. On pourrait être dans une situation comme la précédente, mais il faudrait que ces 4 langues aient subi le même changement conditionné, ce qui a moins de chances d'arriver. L'explication la plus simple est qu'il y avait 2 sons distincts en proto-polynésien, n et ng, et qu'ils se sont maintenus dans la plupart des langues, mais ont fusionné en n en hawaïen. Et parfois, on peut pas vraiment deviner quel était le son d'origine. On observe une correspondance régulière entre L et R, mais il n'y a pas de majorité claire et le changement de L en R ou l'inverse arrive couramment dans les langues du monde. Dans ce genre de cas, on sait qu'il y avait un son unique à l'origine, mais on ne peut pas vraiment savoir lequel. Les linguistes peuvent, par convention, choisir d'utiliser l'un des 2 symboles, L ou R. Bon ok, en vrai le proto-polynésien avait les 2, et dans la plupart des langues polynésiennes, les sons se sont confondus. La liste que je vous ai montrée ne permet pas de le déduire, mais c'est juste un exemple simplifié. Vous imaginez bien que les vrais linguistes reconstruisent des proto-langues à partir d'un peu plus que 3 mots. Et puis les langues polynésiennes ne sont qu'une sous-famille des langues austronésiennes, on doit aussi s'assurer que la reconstruction est cohérente avec les autres branches de la famille austronésienne. Bref, une fois qu'on a reconstitué les sons de la proto-langue et les modifications phonétiques qui ont abouti aux langues filles, on peut appliquer ces modifications dans l'autre sens et reconstruire des mots entiers. Donc, selon toute vraisemblance, en proto-polynésien, interdit se disait tapu, c'est d'ailleurs de là que vient le mot français tabou via le tongien et l'anglais, personne se disait tangata, pieuvre feke et poisson ika. Et voilà, on a retrouvé des mots d'une langue disparue dont il n'existe aucun enregistrement et aucune trace écrite. Je trouve ça extraordinaire que ce soit possible. Bon, là c'était un exemple basique, les langues polynésiennes ont une phonologie plutôt simple, elles ont divergé il y a pas trop longtemps, et les mots ont été choisis pour que l'exercice soit facile. Ça peut devenir bien plus complexe avec des cas réels, et je suis admiratif devant le travail des linguistes qui ont travaillé sur la reconstruction du proto-indo-européen. J'imagine pas la quantité de données issues de plein de langues différentes qu'il faut patiemment analyser pour essayer de trouver des régularités dans des changements phonétiques qui se sont accumulés pendant des millénaires. Ce qu'il y a de bien avec les théories scientifiques, c'est qu'elles permettent de faire des prédictions. Alors on ne peut pas prédire les modifications phonétiques que subira une langue, pas plus qu'on peut prédire l'évolution future des espèces vivantes. Mais de la même manière qu'on peut découvrir un fossile qui confirme l'évolution des espèces, on peut faire des découvertes qui confirment une reconstruction linguistique. La théorie des laryngales a été proposée en 1878 par Ferdinand de Saussure, qui est un peu le père de la linguistique moderne. Pour expliquer certaines bizarreries apparentes avec les voyelles dans les langues indo-européennes, il a postulé l'existence de consonnes en proto-indo-européen qui auraient disparu des langues filles en influençant les voyelles environnantes. C'est ce qu'on appelle les consonnes laryngales et il y en a 3 notées H1, H2 et H3 parce qu'on ne sait pas comment elles se prononçaient exactement, mais ça devait être des sons du genre h, r. Au début du XXe siècle, on a découvert et déchiffré des inscriptions hittites.
Les Hittites, c'est un peuple qui me fera toujours penser à Age of Empires 1, mais c'est surtout un peuple qui vivait en Anatolie à l'âge du bronze, et leur langue faisait partie des langues anatoliennes, une branche éteinte des langues indo-européennes. Et dans ces inscriptions en hittite, il y avait bien une consonne écrite qui était un réflexe de H2, confirmant au moins en partie la théorie de Saussure. Les modifications phonétiques régulières et la méthode comparative sont vraiment les concepts les plus importants de la linguistique historique. L'étape 1 pour prouver que deux langues sont apparentées, c'est d'identifier des correspondances régulières. Le fait que deux mots se ressemblent dans deux langues n'est pas forcément un signe qu'elles ont la même origine. Mettons que je veux prouver que le japonais est apparenté au tamoul. À ma connaissance, c'est pas une idée prise au sérieux par les linguistes, mais si vous cherchez un peu sur internet, vous trouverez sûrement des gens qui soutiennent des hypothèses plus farfelues que ça. Il se trouve que dans ces deux langues, il y a un verbe qui veut dire être, iru. Eh bien, si ces deux langues avaient réellement une origine commune, leur ancêtre remonterait à je sais pas combien de millénaires, et ce serait assez extraordinaire que ce mot soit toujours le même dans les deux langues. Une langue, c'est pas seulement des sons et des mots, mais c'est aussi de la grammaire. Et comme le reste, la grammaire, ça change avec le temps. Il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent conduire à des changements dans la grammaire, c'est assez complexe et je n'en mentionnerai que quelques-uns. L'évolution de la grammaire peut être une conséquence de l'évolution de la prononciation. Si vous avez étudié le latin, vous savez qu'il y avait un système de déclinaison complexe avec 6 cas, mais qu'il a disparu des langues romanes modernes, sauf en roumain, mais même là c'est pas mal simplifié. À strictement parler, l'ancêtre commun des langues romanes n'était pas le latin classique, mais le proto-roman qui devait correspondre à une forme tardive de latin vulgaire. Entre le latin classique et le latin vulgaire, il y a eu pas mal de changements phonétiques. La distinction de longueur des voyelles a disparu et les consonnes ont eu tendance à tomber en fin de mot. Résultat, des terminaisons sont devenues identiques, notamment le nominatif et l'accusatif, ce qui fait perdre pas mal d'utilité au système de déclinaison. Les gens se sont donc mis à utiliser d'autres stratégies pour indiquer plus clairement le rôle des mots dans la phrase, comme des prépositions et un ordre des mots plus fixe, et peu à peu, les déclinaisons ont fini par être abandonnées. Les changements phonétiques depuis le latin sont allés assez loin en français et expliquent une de ses particularités par rapport à la plupart des autres langues romanes. L'espagnol, par exemple, est une langue dite prodrope, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'indiquer explicitement le sujet des verbes. Hablo espagnol, je parle espagnol, on ne doit pas utiliser de mots équivalents au français je. Si je vous montre toute la conjugaison au présent, on voit que la terminaison est différente pour chaque personne, donc il n'y a pas besoin d'utiliser un pronom, on comprend très bien qui est le sujet. En français, par contre, on a 4 formes sur 6 qui se prononcent parle, et même 5 sur 6 si on considère qu'on dit généralement on parle plutôt que nous parlons. Donc sans sujet exprimé explicitement, on comprend plus qui parle, d'où le fait que le français est rendu obligatoire d'utiliser un pronom sujet. D'autres changements sont expliqués par l'analogie. Il y a une sorte de paradoxe en linguistique historique. Les changements phonétiques sont réguliers mais entraînent des irrégularités, l'analogie est irrégulière mais entraîne la régularité. L'un des changements qui a eu lieu dans l'histoire des langues slaves est la deuxième palatalisation qui a, entre autres choses, transformé que en ts devant certains e. En tchèque, main se dit ruka, et son datif est ruce, qui provient d'une ancienne forme du genre ruke. On a maintenant une irrégularité. Pour les noms en k, la terminaison du datif est tse, alors que le k reste un k pour toutes les autres formes. Le slovaque, quant à lui, a régularisé la terminaison et rétabli le k par analogie avec les autres formes. Main se dit aussi ruka, mais le datif est ruke. Autre exemple en anglais. Si vous vous rappelez de vos verbes irréguliers, je suis sûr qu'il y en a un que vous n'avez pas appris. Help, holp, holpen. Et c'est normal, ces formes sont totalement archaïques. Le prétérit et le participe passé sont devenus helped, par analogie avec la grande majorité des verbes anglais. Un autre phénomène qui arrive parfois, c'est la supplétion. Prenez le verbe aller en français. Je vais au présent et j'irai au futur. On a 3 formes totalement différentes, on a presque l'impression d'avoir affaire à 3 mots distincts, parce que c'est le cas. On avait à l'origine 3 verbes différents en latin, ire, vadere et ambulare. Ces verbes veulent tous dire aller ou marcher, mais les nuances de sens ont été perdues et ils ont commencé à être utilisés comme synonymes. Pour une raison ou une autre, certains verbes ont été préférés à certains temps ou certaines personnes, peut-être parce que la conjugaison de ire avait des formes très courtes susceptibles d'être confondues avec d'autres mots, et les formes issues de 3 verbes différents ont fini par être perçues comme des formes d'un seul et même verbe, aller. Sinon, vous savez pourquoi la négation est aussi étrange en français? Pourquoi on doit ajouter 2 mots, en tout cas en français standard? C'est dû à un phénomène appelé cycle de Jespersen qui a été observé dans pas mal de langues. Première étape, on a un mot qui exprime la négation comme « je ne vais ». Avec le temps, ce petit mot est perçu comme insuffisant et on ajoute un autre mot pour renforcer la négation. « Je ne vais pas ». D'ailleurs, on n'en a plus conscience, mais ce « pas » est vraiment le même que les pas qu'on fait en marchant.
Cette phrase avait à l'origine un sens du genre « je n'avance même pas d'un seul pas ». Il y en avait d'autres, « je ne couds point »,« je ne bois goutte », mais c'est pas qui a fini par se généraliser à tous les verbes. Et maintenant, c'est pas qui est perçu comme le mot qui porte vraiment la négation et ne paraît superflu, et on aboutit à la forme qui est devenue la plus courante à l'oral, « je vais pas ». Ce mot est d'ailleurs un bon exemple d'un phénomène extrêmement courant, la grammaticalisation. C'est quand un mot lexical, c'est-à-dire un verbe, un adjectif, un adverbe ou en l'occurrence un nom, acquiert une fonction grammaticale. En français et dans d'autres langues romanes, les formes du futur ressemblent beaucoup à l'infinitif auquel on aurait ajouté avoir au présent. Je mangerai ou comeré en espagnol, et c'est parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Le futur latin a été remplacé par une construction avec avoir utilisé comme auxiliaire, et avec le temps, il a fini par fusionner avec le verbe précédent. Un verbe indépendant est devenu une terminaison. Encore dans les langues romanes, pour former des adverbes à partir d'adjectifs, le plus souvent on prend la forme féminine et on ajoute le suffixe ment comme dans absolument ou absolutamente en espagnol et en portugais. Ce suffixe n'existait pas en latin. Il vient en fait de mente, l'ablatif de mens, esprit, qui s'est grammaticalisé. Absolutamente, littéralement c'était dans un esprit absolu. Encore un exemple avec un nom qui est devenu une préposition. Le mot français chez vient du latin casa. Le mot pour maison est devenu une préposition avec le sens dans la maison de. Le suédois a aussi connu une évolution similaire. Chez se dit hos, qui a la même origine que hus, maison. On pense souvent que les langues ont tendance à devenir moins complexes avec le temps, comme le français qui a perdu le système de déclinaison du latin. Mais ce n'est pas vrai, et ça arrive souvent que des langues acquièrent de nouveaux cas, justement par grammaticalisation. Prenons le mot finnois kanssa, qui veut dire avec. C'est une postposition, c'est comme une préposition mais ça se met après le mot, minun kanssa, avec moi. C'est déjà un exemple de grammaticalisation puisque ce mot est dérivé du nom kansa, peuple. En estonien, une langue proche du finnois, la même postposition s'est réduite et s'est collée au mot, minuka. C'est devenu un suffixe qui indique un nouveau cas, le commutatif. Maintenant, il y a deux questions que vous vous posez peut-être. Si deux langues ont un mot qui semble avoir la même origine, comment on sait que c'est pas simplement un emprunt ? On a les mots samouraï en français, samouraï en grec et samurai en suédois, et je pense pas qu'il y ait besoin d'un doctorat en linguistique pour comprendre qu'ils ne descendent pas d'une racine indo-européenne, c'est juste que ça vient du japonais. Les emprunts, c'est un aspect important de l'évolution des langues, et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Et puis, les reconstructions, les proto-langues, tout ça c'est cool, mais ça nous dit pas si le proto-indo-européen était parlé quelque part en Europe, en Inde ou sur Mars, ni quand, ni par qui. Et puis déjà, on est sûr que c'est une vraie langue qui a bien été parlée un jour. Ça, on en parlera dans la 4e et dernière vidéo de cette série. Alors abonnez-vous pour être sûr de ne pas les rater.